Alors, oubliez tout de suite l'image d'un vieux livre d'histoire poussiéreux. Le texte dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas juste une chronique du passé. Non, c'est bien plus que ça. C'est un document qui a été écrit dans l'urgence. Un véritable plan de survie pour une nation qui était littéralement au bord du précipice. La question qu'on doit se poser est la suivante. Comment un livre écrit il y a 1300 ans peut-il être un guide pour le pouvoir et la survie? Comment des leçons si anciennes peuvent-elles nous paraître aussi directes, brutales et pourtant incroyablement pertinentes aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre le Nihon Shoki, il faut s'imaginer une sorte de Game of Thrones qui se déroulerait dans le Japon du 8e siècle. Un monde d'intrigues politiques, de trahisons, de drames familiaux, où les enjeux sont colossaux. Oui, c'est une histoire de pouvoir, de sang et de la naissance dans la douleur de toute une nation. Allez, on remonte le temps, on est au 8e siècle. Et le Japon, à cette époque, c'est une nation qui vit dans l'ombre immense, écrasante de son voisin, la Chine de la dynastie Tang. Une véritable superpuissance qui voyait le monde de façon très binaire. Et là, il faut vraiment saisir la pression géopolitique de l'époque. Pour la Chine, c'était simple. Soit un peuple était civilisé, à leur image, soit il était barbare. Et se faire étiqueter barbare, ce n'était pas juste une insulte, c'était une menace existentielle. Ça pouvait vouloir dire être soumis, voire envahi. Le Japon n'avait donc pas le choix, il fallait se moderniser, et vite. Et comme si cette crise externe ne suffisait pas, une nouvelle force déferle depuis le continent, le bouddhisme. Mais attention, ce n'est pas qu'une religion, c'est un package deal, si on peut dire. Ça arrive avec de nouvelles technologies, une nouvelle façon de gouverner, de nouvelles idées. Bref, un cocktail qui va absolument tout bouleverser. Forcément, ça a mis le feu aux poudres à l'intérieur du pays. Une véritable guerre culturelle s'est engagée. D'un côté, on avait le clan Mononobe, les conservateurs qui disaient « protégeons nos traditions, nos dieux ». Et de l'autre, le clan Soga, les progressistes, qui voyaient dans ces nouveautés la seule chance de survie du Japon. Et le verdict tombe, ce sont les progressistes du clan Soga qui l'emportent. Ils installent en quelque sorte un nouveau système d'exploitation pour le Japon. Le problème, c'est qu'en résolvant une crise, ils en ont créé une nouvelle, peut-être encore plus dangereuse. Un clan devenu si puissant, si arrogant, qu'il est devenu tyrannique. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule dans le sang. En 645, un coup d'État d'une violence inouïe va redéfinir à jamais le destin du pays. On l'appelle l'incident d'Ishi. Alors imaginez la scène. On est en pleine cérémonie d'État, devant des dignitaires étrangers. Les deux comploteurs, dont le prince Naka no Oe, attendent le signal. Le prince hésite, sa main tremble sur la garde de son épée. Puis, l'impensable se produit. Le chef du clan Soga est assassiné, là, devant l'empereur, et la cour est littéralement éclaboussée de sang. Mais il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas juste un règlement de compte. Cet assassinat, c'est en réalité l'acte de naissance violent d'un gouvernement moderne. C'est l'étincelle qui déclenche la grande réforme de Taika, celle qui va unifier pour la première fois le Japon en un État centralisé sous l'autorité de l'empereur. On pourrait croire que l'histoire se calme, mais pas du tout. Le drame n'est pas terminé. Un dernier conflit, encore plus grand, encore plus terrible, est sur le point d'éclater. C'est la guerre de Jinshin, la plus grande guerre civile de toute l'histoire ancienne du Japon. Et là, la tragédie devient profondément personnelle, une véritable affaire de famille. D'un côté, le prince Otomo, le fils, l'héritier légitime. De l'autre, son propre oncle, le prince Otama, le frère de l'empereur défunt. C'est une guerre de sang, une lutte à mort entre l'oncle et le neveu pour le contrôle absolu du pays. L'oncle, le prince Ohama, c'est l'outsider. Au début, il est en position de faiblesse, il est même forcé de fuir. Mais il va organiser une contre-attaque absolument brillante. Il rallie les seigneurs de guerre de province, revient en force, écrase l'armée de son neveu et le pousse au suicide. Et ce vainqueur, cet homme, devenu l'empereur Tenmu, c'est lui qui va commander la rédaction du Nihon Shoki. Et voilà, on y est. On arrive enfin à la raison d'être de ce livre. Parce que tout ce que je viens de raconter, tout ce sang, toutes ces guerres, toutes ces intrigues, tout ça mène directement à la création de cette chronique monumentale. Au cœur de ce nouvel État qu'il veut construire, il y a une idée centrale, une idée magnifique, et presque ironique vu le contexte, l'harmonie, le wa. Mais attention, l'harmonie, ça ne veut pas dire « sois d'accord et tais-toi ». Non, ça veut dire « débattons, opposons-nous s'il le faut, mais jusqu'à trouver un consensus pour le bien de tous ». Un souhait incroyablement poignant après des décennies de guerre.
Le Nihon Shoki, c'est donc un plan en deux parties, si on veut. D'un côté, vers l'extérieur, c'est une opération de diplomatie. Il s'agit de prouver la légitimité du Japon, sa ligne est divine, pour dire à la Chine « nous sommes civilisés, nous sommes vos égaux ». Et de l'autre, vers l'intérieur, c'est un outil pour unifier la nation, pour dire « voici nos erreurs passées, ne les répétons pas ». Au final, on se rend compte que ce livre, c'est bien plus qu'une vieille chronique. C'est une véritable étude de cas sur la gestion d'un État. Comment gérer la mondialisation, comment réformer une organisation en crise, comment unifier une société après un conflit profond, toutes ces leçons, elles sont là, intemporelles. Et tout ça, ça nous ramène à aujourd'hui. Et ça nous laisse avec une dernière question. Face à nos propres conflits, à nos propres divisions, que peut-on apprendre de cette quête ancienne, sanglante mais déterminée, pour trouver l'harmonie ? La réponse, aussi incroyable que ça puisse paraître, se trouve peut-être juste là, dans ces pages vieilles de 1300 ans.